Et je démarre. Je vais démarrer par rappeler un petit peu le début de ce chapitre, mais vite fait, pour être bien dans les différentes notions évoquées précédemment. On parle des transferts énergétiques, il y a plein de types de transferts énergétiques qui existent, et la phrase qui est ici, elle signifie ça, c'est que tout est énergie. Si je parle, c'est que je transforme de l'énergie. Quand je mange, j'accumule de l'énergie. Et cette énergie, je la transforme en plein de choses, en son, en mouvement, en chaleur. Donc il y a des transferts permanents. Et il y a des transferts de mouvement, c'est des transferts mécaniques, donc avec un travail mécanique. Après, on peut avoir des transferts électriques, on peut avoir des transferts thermiques, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre-là, des transferts quantiques aussi, il y a tout un tas de transferts différents. Donc dans ce chapitre 18, on s'intéresse uniquement aux transferts, principalement aux transferts thermiques d'énergie, donc tout ce qui a un rapport avec la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On avait dit qu'il faut comprendre déjà, distinguer le monde milieu microscopique et le monde macroscopique, qui permet de comprendre la notion d'énergie interne. Une énergie interne d'un système. Voilà. Et peut-être qu'il y a une remarque, je sais pas, j'ai entendu biper. Ah non. Ah, bonjour Gada. Bonjour. L'énergie interne d'un système, notez petit grand U. Il faut comprendre que quand j'ai un système qui est fermé, qui comporte des particules de toutes sortes, soit solides, liquides ou gazeux, peu importe, eh bien, à l'intérieur, il y a des choses qui se passent. Même si ma boîte, elle bouge pas, mais qu'elle est, admettons, posée, je sais pas, sur une table comme ça, qu'elle bouge pas, eh bien, à l'intérieur, il y a des choses qui se passent, et donc tous ces mouvements, ces interactions qu'il y a entre les molécules, etc., on appelle ça l'énergie interne. Donc, un système possède une énergie à l'intérieur de lui-même. Vous posez, si vous êtes un système, votre corps, il y a une énergie interne. Vous avez mangé des aliments, vous avez une certaine chaleur corporelle, vous avez tout un tas de choses. Ça, c'est votre énergie interne. Maintenant, si vous vous déplacez, si vous vous mettez à courir ou vous prenez le bus ou n'importe quoi, vous vous déplacez, dans ce cas-là, vous allez avoir une énergie, mais qui sera macroscopique. Ça sera pas l'énergie interne. Si vous vous déplacez, ça va être une énergie cinétique, mais de l'ensemble. Donc ça sera macroscopique. C'est l'ensemble qui se déplace, et pas simplement des petites particules indépendamment les unes des autres. Alors, pour faire varier cette énergie interne, il peut y avoir un transfert. Le transfert le plus courant, c'est un transfert de chaleur. C'est-à-dire qu'avec mon système qui est délimité par les parois ici, je peux soit apporter, soit perdre de la chaleur en notre cul. Et donc, je vais avoir une variation de l'énergie interne. Une variation de l'énergie interne qu'on note delta U. Ce qui fait que si j'apporte ou que je perds de la chaleur, je vais avoir une variation de température. La température de mon système, elle va changer. Et donc, ce transfert d'énergie, cette variation d'énergie interne, elle est liée à cette différence de température entre avant et après. On avait vu que la variation d'énergie interne de mon système, elle est égale à la capacité thermique de mon système dans son ensemble, donc c'est sa capacité à se réchauffer ou pas, fois le réchauffement, c'est-à-dire la variation de température. Ou alors c'est la masse à l'intérieur de mon système fois la capacité thermique massique, c'est-à-dire que si j'ai que de l'eau, par exemple, ou que du fer, je connais la capacité thermique massique du fer, je multiplie par la masse que j'ai dans mon système. C'est la même formule de toute façon. Alors j'avais mis la vidéo pour que vous ayez le temps de noter toutes ces légendes là, je sais plus, c'est Jade qui m'avait fait la réflexion, je crois, la semaine dernière, non, mardi. Donc vous pouviez noter chez vous ces annotations plus dans le calme. Alors, on avait fait quelques petites applications en comparant le chauffage de 200 litres d'eau dans un bain et l'énergie qu'il faut pour éclairer une lampe de 60 watts pendant une durée déterminée. Et on avait vu que chauffer un bain, c'est très consommateur d'énergie. Après, on avait vu qu'il y avait trois types de transferts thermiques.
donc noté sous la forme avec la lettre Q majuscule, qu'on appelle aussi plus familièrement la chaleur. La chaleur, elle peut se propager de plusieurs façons. Et vous le savez indirectement, on l'a évoqué, soit par conduction, c'est-à-dire que de proche en proche, l'agitation thermique de chaque molécule va agiter par effet de domino les voisins, qui vont agiter les voisins, qui vont agiter les voisins, etc. Ça va se propager. Et cette agitation, elle va se propager dans le métal progressivement. Alors plus ou moins rapidement en fonction des matières. Le métal conduit très bien la chaleur. La meilleure des preuves, c'est que si vous marchez pieds nus sur un truc en métal, vous allez avoir froid aux pieds. C'est pas parce que le métal est froid, c'est parce que la chaleur de vos pieds va très rapidement être conduite par le métal et donc ça va refroidir très vite vos pieds. En revanche, si vous marchez sur un plancher en bois, vous allez ressentir moins de froid aux pieds. Ça veut pas dire que le bois il est moins froid. Le bois il est pas plus froid que le sol en métal. Mais sauf que la chaleur de vos pieds, elle va pas être transférée au bois, parce que le bois est un faible conducteur thermique et donc il va pas absorber la chaleur du pied. Donc vous aurez une sensation de pied qui est pas froid, vous n'aurez pas de refroidissement au niveau des pieds. Le carrelage, il est un peu entre les deux. Quand on marche pieds nus sur du carrelage, on sent qu'on a un petit peu frais quand même. Donc tout ça, c'est la conduction de la chaleur. Une éponge conduit très mal la chaleur. Vous pouvez faire une expérience chez vous très simple, hyper simple à faire, qui est assez flagrante. Prenez une éponge, et puis vous prenez, je sais pas moi, une plaque métallique. Alors ça peut être n'importe quoi chez vous, une plaque de cuisson, un truc métallique, et vous posez dessus un glaçon. Vous allez voir que très rapidement on voit une différence. Si vous posez un glaçon sur une éponge et un glaçon sur un bout de métal, très rapidement le glaçon sur le bout de métal il va se mettre à fondre, alors que sur l'éponge il va rester intact. Alors qu'ils sont côte à côte, c'est dans la même température de pièce, etc. C'est pas la température générale qui va faire fondre rapidement ce glaçon, c'est surtout la capacité du matériau sur lequel il est posé à absorber la chaleur par conduction. Cette chaleur elle va pouvoir passer dans le matériau plus ou moins rapidement, parce que ça conduit plus ou moins rapidement la chaleur, plus ou moins facilement. Deuxième mode de transfert, c'est la convection thermique. Convection thermique, ça veut dire que si j'ai affaire à un fluide, le fluide qui est chaud, il est moins dense, donc il monte, et il est remplacé par du fluide froid qui vient prendre sa place. Donc ça crée des courants. Les courants marins aussi s'expliquent grâce à ces mouvements de convection. Dans l'air, dans le nucléaire, tout ça, vous avez des mouvements de convection. Et enfin, le dernier, c'est le rayonnement thermique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un transfert de chaleur à un système qui peut être mes mains, par exemple ici, et sans pour autant avoir directement la chaleur de l'air qui se communique aux mains, j'ai le rayonnement de la lumière infrarouge ou de la lumière visible qui arrive sur mes mains, comme le soleil. Quand je mets mes mains au soleil, je ressens plus de chaleur que quand elles sont dans l'ombre, alors que peut-être qu'un thermomètre affichera la même température. Donc ça, c'est le rayonnement thermique. Voilà les trois modes de transfert. Alors, on avait fait l'exercice 6 ensemble. Je crois qu'on n'avait pas fait l'exercice 7 et il était à chercher, je ne me souviens plus exactement. Et puis il y en avait un autre avec le freinage. Et puis après je vais continuer le cours, on fera des applications, je vous laisserai chercher un peu les exercices, je les mettrai en pause. Alors ici, ouais, il y a peut-être une remarque. On n'a pas fait le 7, ouais, il était à chercher pour aujourd'hui. Donc on a un morceau de cuivre qui est pris à une température ambiante de 20 degrés au départ. Puis il est chauffé à 90 degrés Celsius. Quel est le type de transfert thermique à l'intérieur du morceau de cuivre? Donc j'ai un morceau de cuivre et je l'ai chauffé. À l'intérieur du morceau de cuivre, il y a soit la conduction, soit la convection, soit le rayonnement thermique. J'ai pas bien le choix, sachant que c'est un solide, c'est forcément de la conduction thermique. Donc la chaleur s'est transférée à l'intérieur, de proche en proche, par conduction thermique. Il peut perdre la convection, sinon ça voudrait dire que mon métal, il bouge à l'intérieur. C'est solide, ça bouge pas. Enfin, ça vibre, c'est tout, sur place. Calculer la variation d'énergie interne du morceau de cuivre, j'utilise la formule du cours, et on me donne la capacité thermique du morceau de cuivre, et pas massique, c'est du morceau de cuivre, donc je vais appliquer la formule du cours,
delta U égale C fois delta T. Ouais, il y a une question peut-être. Je viens. Oui, monsieur. Ouais. C'est pour savoir, Ah, bonjour Thomas. dans tous les cas, de part et d'autre du morceau de cuivre, il y a de la convection parce que l'air au contact du morceau de cuivre, il chauffe ou il refroidit et donc il descend ou il monte. Alors, on parle à l'intérieur. Hein. La question, c'était à l'intérieur du morceau de cuivre. Effectivement, si on demandait, si la question qui était posée, c'était quel est le type de transfert entre l'extérieur et le morceau de cuivre pour chauffer le morceau de cuivre, on pourrait dire que c'est de la conduite. On sait pas comment ça a été chauffé, mais si ça a été chauffé dans, je sais pas moi, dans un four, là, c'est de la conduction thermique qui a fait de la convection thermique qui a pu apporter la chaleur jusqu'au cuivre. Mais là, c'était à Ok, l'intérieur du cuivre. d'accord. Donc là, je dois appliquer la formule du cours. Delta U, donc la variation d'énergie interne est égale à la capacité thermique du cuivre, du morceau de cuivre, fois delta T. Je rappelle que delta T, c'est la variation de température. Cette variation, c'est toujours finale moins initiale. Alors cette formule-là, elle va pas être utile ici, puisque j'ai pas la masse, et puis j'ai pas la capacité thermique matique. Donc j'ai cette capacité qui vaut 173,7, à laquelle je vais multiplier la variation de température. Donc la finale, c'est 90, moins l'initiale, c'est 20 degrés. Et 90 moins 20, ça fait 70, qui est ici. C'est positif, hein, 90 moins 20 degrés, ça fait bien plus 70. Je peux le faire en degrés Kelvin ou en degrés Celsius, ça reviendra au même. Donc je me suis pas embêté à convertir en degrés Kelvin. Parce que de toute façon, le plus 273 que j'aurai ici et le plus 273 que j'aurai là, il s'annulerait. Donc ça me fait au total 1,2 fois 10 puissance 4 joules. C'est positif, donc ça veut dire que le système a gagné de l'énergie. Le système, c'est mon morceau de cuivre. Il a gagné de l'énergie, c'est l'extérieur qui lui a apporté de l'énergie par transfert thermique. Alors, justement, en parlant de transfert thermique, on va voir quelque chose que vous connaissez peut-être. C'est les frottements, lorsqu'on freine, bah, ça crée des échauffements. On va imaginer que lors du freinage d'une moto qui freine brutalement, la masse totale voilà, l'ensemble des plaquettes de frein va récupérer l'énergie de la moto sous forme de chaleur. C'est ça qu'on va imaginer dans cet exercice. Donc la moto, elle freine brutalement, elle fait 160 kg au total, la moto. Et au départ, sa vitesse est de 36 km par heure avant qu'elle se soit arrêtée, donc en début de freinage. Donc là, c'est un premier système, c'est la moto. Et puis à l'intérieur de ce système, si je présente bien l'énoncé, alors je vais pas faire de dessin de moto, hein. Ça c'est la moto. Ça c'est un premier système, mais à l'intérieur de cette moto, j'ai un sous-système. Ce sont les plaquettes de frein dont on me parle à un moment donné. Donc je vais prendre d'une autre couleur un autre système qui sera les plaquettes de frein ici. Donc c'est un sous-système pour lequel je vais pouvoir avoir des échanges entre les plaquettes qui sont ici en bleu, hein, et la moto. Alors d'abord, la moto, dans son ensemble, y compris les plaquettes, hein, elles font partie de cet ensemble de systèmes, a une énergie cinétique. Alors il faut calculer son énergie cinétique. Bon, bah ça c'est simple, hein, 1,5 de mv2. On se méfie, la masse est en kilogrammes, on est en physique, mais la vitesse est en mètres par seconde. Donc il faut convertir. Et je rappelle que pour convertir des kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. On fait une division, hein. Donc on divise par 3,6 et on obtiendra 10 mètres par seconde. Ce qui fait que la formule 1,5 de mv2, ça me fait 1,5 fois 160 fois 10. 0,5 fois 160 fois 10 au carré, pardon. Ce qui me fait une énergie cinétique au total de 8000 joules. Donc ça, c'est l'énergie qu'a la moto au départ avant de freiner. Donc c'est son énergie de mouvement, elle avance. C'est l'ensemble du système. Maintenant, on imagine que lors du freinage brutal, c'est tellement brutal que c'est uniquement les plaquettes de frein qui vont récupérer l'ensemble de l'énergie cinétique et qui va être transférée sous forme de chaleur.
Donc, au cours du freinage, on admet que toute l'énergie cinétique EC de la moto est transférée thermiquement au frein, et en particulier aux plaquettes de frein. Elles sont en céramique de carbone de capacité thermique 39 joules par Kelvin. Alors, il y a peut-être une question, je vais aller voir. Pourquoi 36 divisé par 3,6? C'est pour l'avoir en mètres par seconde. Hein. On convertit les kilomètres par heure en mètres par seconde, parce que dans la formule de l'énergie cinétique, elle nécessite une vitesse en mètres par seconde. Donc je divise par 3,6 ma vitesse qui est en km par heure. Bon, ou il y a une autre question? Ok. Non? Ok, ça marche. Alors, au cours du freinage, on admet donc toute l'énergie. Donc ici, calculer l'augmentation de température des plaquettes. On va imaginer le sous-système ici en bleu qui est les plaquettes de frein. Et j'ai sans variation d'énergie interne qui est égale à C fois delta T. Je vais effacer ça après pour qu'il y en ait partout. Et cette énergie interne, donc qu'elle va gagner, doit correspondre à l'énergie cinétique calculée précédemment. Voilà le problème. J'ai cette relation-là à utiliser. Donc, delta U, la variation d'énergie interne, c'est C fois delta T. Et je sais que ça doit être égal à l'énergie cinétique. Alors, je vais effacer toutes mes annotations là qui sont là-haut, parce que sinon, on n'y comprend plus rien. Hop, là. C'est un peu long, mais... Du coup, je vais chercher, moi ce que je veux c'est delta T, hein, l'augmentation de température, qui sera soit en Kelvin, soit en degrés Celsius, de toute façon, ça va être la même chose. Donc delta T va être égal à delta U sur C, mais delta U, ça doit être C. Donc 8000, alors c'est pas 800, c'est 8000, pourquoi il me manque un chiffre? 8000 joules divisé par 39. Ce qui me fait 205 Kelvin ou 205 degrés Celsius. J'ai oublié un 0. Hein. On peut vérifier ça, mais ça fait bien, ouais, c'est bien l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire que j'ai des plaquettes de frein, si elles étaient les seules à absorber toute cette énergie-là sous forme de chaleur, elles monteraient de 200 degrés. Vous imaginez, c'est quand même, c'est pas loin de la réalité. Hein. Alors, il y a du son, il y a une partie d'énergie qui est transformée et transférée sous forme de son, il y a une partie qui va chauffer l'extérieur, qui va chauffer l'air, donc il n'y a pas que les plaquettes de frein. Mais dans cette hypothèse-là, ça voudrait dire qu'on aurait une augmentation de 200 degrés des plaquettes de frein. Alors ça arrive régulièrement, je ne sais pas si vous êtes en train de passer votre permis de conduire, mais si vous freinez trop souvent et trop brutalement en descente, et si vous n'utilisez pas le frein moteur de la voiture, eh bien vous allez avoir des plaquettes de frein qui s'échauffent. Et les gens qui font des courses et qui utilisent vraiment, qui sollicitent énormément leurs plaquettes de frein, ils ont les freins qui peuvent fumer. Hein. Vraiment littéralement, ça peut fumer. Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Lors du freinage, l'énergie cinétique de la moto se conserve. Bah non, elle se conserve pas, on vient de dire qu'elle s'annule. Lors du freinage, l'énergie cinétique de la moto diminue. Bah oui, évidemment, elle s'annule. Donc elle diminue, elle démarre à 8000 et puis finit à 0. Donc je vais pas tout détailler, mais c'est évident. Lors du freinage, le mode de transfert de l'énergie cinétique de la moto est dû à un travail mécanique. Alors, ça se discute un peu plus. Il y a quand même une force, donc moi j'ai mis vrai et faux, parce qu'il y a quand même une force qui a travaillé, qui a fourni un travail mécanique ici, pour pouvoir arrêter la moto. Elle a fourni un travail résistant. Cette force-là, c'est la force de frottement. Donc il y a effectivement eu un travail de la force de frottement, qui est résistant. Je rappelle un travail des forces des frottements, qu'on a vu dans un chapitre précédent, qui F, c'est la force de frottement, et que le déplacement de la moto pour s'arrêter c'est AB, bah, la force F de frottement, elle a fait un travail qui est négatif, donc c'est moins F fois le déplacement AB, c'est-à-dire la distance de freinage ici. Donc ça a travaillé, sauf que ça a travaillé pour l'ensemble du système. Mais après, le transfert, bah, c'est un transfert de chaleur. Donc le mode de transfert, c'est ok un travail mécanique, mais qui derrière s'enchaîne avec un transfert thermique.
Donc c'est vrai parce que les forces de frottement travaillent, mais il y a simultanément transfert thermique. Et c'est le transfert thermique qui va faire augmenter la température des plaquettes. Donc il y a les deux. Bon, c'est un peu subtil ça. Alors je vais continuer un peu le cours et puis je vous laisserai chercher les exercices d'application. Et après je vous dirai qu'il y a un petit DM à chercher pendant les vacances qu'il faudra me rendre à la rentrée, le lundi de la rentrée. Alors, on a parlé de transfert thermique. Prenons par exemple une maison. Il y a plein de transferts thermiques. Je l'avais mis en introduction mardi, je vais revenir dessus en introduction de la séance. Il y a plein de transferts thermiques qui existent pour une maison. On y est ici. Ça représente des transferts thermiques. Donc, ils sont soit sortants, soit rentrants. De la chaleur qui rentre, de la chaleur qui sort de la maison. Maintenant, ça suffit pas simplement de dire, bah voilà, ça sort ou ça rentre. Ce qui est intéressant, c'est à quelle vitesse ça sort ou à quelle vitesse ça rentre la chaleur. Ça s'appelle ce qu'on appelle un flux thermique. Un flux thermique, c'est la vitesse à laquelle se transfère l'énergie. Alors, pour ceux qui sont relativement à l'aise, alors une maison, donc elle va avoir un flux thermique, c'est-à-dire un rythme auquel la chaleur, elle sort. Donc il y a de la chaleur qui sort. Je veux savoir à quel rythme ça sort. On va appeler ça le flux. Le flux thermique, ça va se noter avec la lettre phi, qui est une lettre grecque. Si je veux dire que ça va très vite, il faut que je mesure en combien de temps cette chaleur elle est sortie. Et plus c'est rapide, plus ça veut dire que le rapport entre la chaleur qui est sortie et la durée que ça a pris, ce rapport-là, il est important. Je prends l'exemple d'une vitesse. Une vitesse, c'est un flux de déplacement. C'est-à-dire c'est à quel rythme je me déplace. Je fais ma distance d. Autrement dit, je fais d sur delta t. Donc une vitesse, c'est le rythme auquel je me déplace. Et ben un flux, c'est le rythme auquel je transfère de la chaleur, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Alors je vais enlever ma gomme, parce qu'on voit plus rien. De toute façon, je vais tout effacer là, après. Donc ça, c'est la formule qui va me permettre d'établir le flux thermique. Ouais, une question peut-être. C'est mon passeport INSA. Ok. Ah oui, t'as fait ça en passeport INSA, toi. Alors bah du coup, tu vas pouvoir nous répondre, sachant que je connais certaines unités, je connais l'unité de la chaleur, puisque c'est une énergie. L'unité de la chaleur, c'est quoi? C'est une énergie. C'est quoi l'unité de l'énergie? En joules. C'est des joules. Ouais. Et la durée, c'est en secondes. On a déjà vu une formule qui divisait des joules par des secondes. Et qui constituait un flux aussi, mais le flux d'énergie électrique, par exemple, dépensé par un appareil. Là, c'était la puissance. C'est en watts. Souvenez-vous, la formule de la puissance, je vais tout effacer ce que j'ai mis. La formule de la puissance, qu'on avait vu, c'est le rythme auquel on dépense de l'énergie pour un appareil électrique, pour un être humain. Donc j'ai de l'énergie dépensée, de l'énergie électrique ou de l'énergie mécanique. C'est le rythme auquel c'est dépensé, donc je divise par le temps. Ça, c'est la puissance. Un flux de chaleur, en fait, c'est en watts, puisque c'est les mêmes unités, c'est des joules divisés par des secondes. C'est la puissance de déperdition de chaleur ou d'augmentation de chaleur du bâtiment. Bon, j'efface toutes mes annotations qui sont ici, et puis je déroule le cours que vous avez. Donc le flux thermique, donc Q, c'est la chaleur qui se transfère par une paroi. Ce transfert, c'est le rythme auquel, je viens de l'évoquer, la chaleur va être transférée d'un système à un autre, soit perdue, soit gagnée. Donc ici, j'ai un flux qui est en watts, je viens de le dire. Pourquoi? Puisque à côté, il y a de l'énergie calorifique, enfin de l'énergie de chaleur, qu'on appelle l'énergie thermique ou la quantité de chaleur en joules, et la durée en secondes. Donc des joules divisé par des secondes, ça me fait des watts. Maintenant, ce flux, ce rythme auquel ça sort, il va dépendre de plein de paramètres. Si je prends le cas d'une maison,
Est-ce que vous savez à travers quel type, à travers quels endroits on a les flux les plus importants? Où est-ce qu'on perd le plus de chaleur? Les vitrages. Dans les, tu disais? Les vitrages. Les vitres, ouais. Les vitres, d'une part parce que c'est moins épais, donc là, ça matérialise une surface qui sépare deux milieux, et c'est par là que se produit le transfert de chaleur, donc le flux, il passe il traverse des surfaces, des parois. Donc plus c'est épais, plus le flux, ça va le ralentir. Ça va dépendre aussi de la Mais ça surface. dépend surtout du matériau. Non? Qu'est-ce que tu disais? Ça dépend surtout du matériau. Et ça dépend du matériau aussi. C'est tout ce qu'on va évoquer là dans le cours. Ça va dépendre de la surface que j'ai, et ça va dépendre du matériau. Donc, avant d'expliquer tout ça, on va dire que quand les températures T1 et T2 sont constantes, on peut aussi définir un flux thermique par la relation. Il y a une autre relation qui permet de trouver le flux thermique. C'est que le flux thermique, on peut le retrouver en disant qu'il est proportionnel à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur du système et l'extérieur du système, divisé par ce qu'on appelle la résistance thermique de la paroi. Donc c'est toujours en watts, ici c'est en Kelvin. T1 doit être supérieur à T2 dans cette expression, si je veux un flux positif. Et puis la résistance thermique de la paroi, elle est en Kelvin par watt. C'est justement cette résistance thermique qui va dépendre de tout un tas de paramètres, la surface des murs, l'épaisseur des murs et surtout le matériau, comme tu disais. On va y venir. Alors, je prends des exemples de matériaux qui sont utilisés dans la construction. Vous avez ici du bois. L'OSB, c'est Isomob, c'est un isolant, ça doit être c'est une espèce de laine de verre, je pense. Là, vous avez du béton cellulaire, alors c'est ce qu'on appelle aussi le Cyprex, c'est une espèce de béton très très léger, ça ressemble plus à un truc qui s'effrite un peu. Donc c'est pas du tout lourd, hein, c'est pas du vrai béton. Du bois, de la brique ou du béton. En admettant qu'on veuille une résistance thermique d'un facteur 3,15, alors tous ces matériaux, ils ont le même résistance thermique. Mais pour avoir ce coefficient-là, il me suffit de mettre que 10 cm d'isolant, de laine ça doit être de la laine de roche. Pour avoir l'équivalent, il me faudrait 28 cm de béton cellulaire, ou alors encore 50 cm de bois, ou encore 233 cm de briques, ou encore 5 mètres de béton, 504 cm de béton. Tous ces murs-là auraient la même résistance thermique. C'est ça que ça veut dire. Il va de soi qu'on va pas s'amuser à mettre 5 mètres de béton pour avoir une isolation comparable à 10 cm de laine de verre. Alors, ça signifie que dans cette résistance thermique intervient un terme qu'on devine ici, qui est marqué là, qui est un coefficient qui dépend du matériau. On va le voir bientôt. Alors, donc, la résistance thermique RTH, comment est-ce qu'elle se calcule? D'abord, sa définition, c'est sa capacité à s'opposer au transfert thermique. Une résistance électrique, c'est la capacité à s'opposer à un courant électrique. Bon, une résistance thermique, c'est la capacité à s'opposer à un courant de chaleur, donc à un transfert thermique. Elle dépend donc de l'épaisseur du corps, c'est évident. Plus vous mettez d'isolant et plus vous allez garder la chaleur. Vous le savez, quand vous habillez l'hiver, vous allez multiplier les couches, même si vous avez plusieurs fois la même polaire, quand vous en mettez deux, vous avez plus chaud que quand vous en mettez qu'une seule. Alors que c'est le même matériau, parce que vous avez augmenté l'épaisseur. Ça dépend de la surface aussi. Une maison qui est cubique, elle sera bien plus facile à isoler qu'une maison qui a des extensions dans tous les sens, comme ça, avec des petites parois et devant, etc. Avec comme ça, là, je vais avoir des déperditions partout ici, partout là, j'ai des déperditions partout de chaleur. D'ailleurs, si vous avez froid, un conseil, moi j'ai testé ça il y a pas longtemps, puisque je suis allé en Laponie il y a un mois de ça, avec des moins 24. Si vous avez froid et vous pouvez pas bouger pendant un certain temps, il faut pas rester debout, les bras écartés, etc. On s'accroupit, on se met un peu en boule et on a bien moins froid parce qu'on diminue la surface
qu'on propose à l'extérieur, et donc on diminue les échanges de chaleur. Donc ça dépend de la surface. Et ça dépend aussi d'un terme qu'on appelle la conductivité thermique du matériau, donc lambda. Donc là, je ne vais pas avoir la même conductivité thermique pour du bois, de la laine de verre, du béton ou du métal. On peut calculer alors à l'aide de la formule suivante. Alors on va essayer de la trouver ensemble. Il ne faudrait pas qu'elle s'affiche tout de suite. Cette résistance, donc capacité à... Alors vous l'avez dans le cours bien évidemment, on va essayer de la retrouver ensemble, la logique. Capacité à résister à la chaleur. Ça dépend de l'épaisseur de la surface et de ce lambda là. Alors, l'épaisseur, elle va être où? Ça va être un quotient tout ça. Mais plus c'est épais, moins ça résiste ou plus ça résiste. C'est E sur lambda. Donc ça va être le E, il va être en haut, c'est sûr. Parce que plus c'est épais, et plus ça résiste aux déperditions de chaleur. Plus ça isole, quoi. Maintenant, avant de faire le lambda, le S, la surface, je la mets où dans cette expression? Je la mets en haut ou en bas? Plus j'ai de surface... En haut. Ben non. Plus j'ai de surface et plus j'ai de déperdition. Ah oui, Plus je vais perdre la chaleur. Donc, quand la surface est grande, la résistance est moins grande. Je résiste moins à la perte de chaleur. Et le lambda, il est en bas aussi. Voilà la formule qui est indiquée. Donc, autrement dit, plus le lambda est faible, plus j'ai affaire à un matériau qui est isolant. Regardez dans l'exemple précédent, l'image précédente, si j'efface toutes mes données, là, si je prends les lambdas de tous les isolants qui sont proposés, enfin les matériaux, la laine de verre, elle a un faible coefficient par rapport aux autres, 0,032. Donc elle est très isolante, parce qu'on divise par lambda. Donc la résistance thermique, c'est l'épaisseur divisée par lambda fois S. Alors cette formule, souvent elle est proposée quand on a besoin dans des exercices. L'épaisseur dedans, elle est en mètres, la surface en mètres carrés, et lambda, alors on pourrait trouver son unité, puisqu'on avait vu ici, donc la résistance thermique elle est en Kelvin par watt, je disais ça, ici j'ai des mètres, là j'ai des mètres carrés. Donc là il va me rester des watts par mètre par Kelvin moins 1 pour obtenir cette unité là. Alors je vais effacer mes annotations. On peut la retrouver facilement en faisant une équation aux dimensions, on retrouve facilement cette unité. Lorsque plusieurs parois sont accolées, si je mets plusieurs, par exemple je mets de la laine de roche, puis ensuite je mets de la brique, et puis ensuite je mets du béton, par exemple, n'importe quoi. Et ben en fait les résistances thermiques elles s'additionnent. Donc quand je calcule les flux, je sais que la résistance thermique totale, ça va être la somme des résistances thermiques de toutes les parois. Donc lorsque plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à la somme des résistances thermiques de chaque paroi. On verra un exercice pour le double vitrage. Quand vous avez un double vitrage, vous avez une première résistance thermique, celle du verre, puis après vous avez une poche d'air, et puis après vous avez de nouveau du verre. Donc il faut calculer les résistances thermiques de chaque épaisseur traversée. Il y a une résistance thermique ici, une pour l'air, une pour la deuxième paroi en verre. Alors, bon, c'est à vous de jouer là maintenant. L'exercice 8, 375. Je vous laisse quelques minutes pour le chercher. Il est 10h49. Donc je vous laisse 10 minutes pour chercher cet exercice-là. Je laisse mon ordinateur allumé. Si vous avez des questions, vous me les posez. Ensuite, je le corrige rapidement et puis on passera. Je vais vous dire quel est l'autre exercice à chercher après. Alors, je vous remets l'exercice, n'inquiétez pas, je change juste. Voilà. De cet exercice-là, rapidement. Donc, quel est le flux thermique à travers un simple vitrage dont la surface vaut 2 mètres carrés, l'épaisseur 5 mm, alors qu'il fait 0 degré à l'extérieur et 20 degrés à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a un résultat à me proposer?
Il fallait trouver le nombre de watts que ça représente. Personne? S'il vous plaît, répondez-moi. Vous m'entendez là? Ah, ouais. J'ai pas trouvé, Anaël. Oui, vous m'entendez. Ok. Alors on applique la formule. Ah, peut-être que j'ai des réponses là. J'ai trouvé 9600 watts, Sonia. 9615. Ok, nickel. Merci. Super. Bravo. Alors, ouais, le flux, c'est... Donc, j'ai l'épaisseur. Je vais utiliser la formule. Hein. Flux, c'est la variation de température divisée par RTH. Normalement, ça, c'est la formule. Hein. Donc, c'est delta T sur RTH. Et RTH, c'est petit e sur lambda S. Donc, si je combine tout ça, j'ai été un peu vite, moi, dans ma correction. Mais j'ai E sur lambda S ici. Donc, si je veux modifier tout ça, alors on peut tout calculer d'un coup, hein, mais si je veux modifier tout ça, ce qui est tout en bas ici, ça va passer en haut. Je vais me retrouver avec delta T fois lambda fois S divisé par petit e. Lambda alors ici, on a affaire à un simple vitrage, donc une seule paroi en verre de 1,2 de valeur en lambda, 1,2 fois 2 mètres carrés, fois delta T c'est 90, non c'est 20 degrés, pardon, divisé par 5 mm, je convertis en mètres, donc ça fait 5 10 moins 3. Ça fait bien 9600 watts. Alors j'ai gardé que deux chiffres significatifs. À titre de comparaison, cette perte d'énergie en permanence qu'on a pour une fenêtre de 2 mètres carrés, quand il fait 20 degrés à l'intérieur et qui fait 0, c'est l'équivalent de deux fours électriques qui fonctionnent plein but, qui sont en train de fonctionner au maximum. Quoi. Donc ça veut dire qu'on perd mais une quantité d'énergie colossale en permanence, comme ça, par cette fenêtre. Quand il fait 0 degré dehors et 20 degrés à l'intérieur. C'est une énergie vraiment phénoménale. Donc il s'agit de trouver des... Si c'était du double vitrage, il fallait multiplier par 2. Non, on va faire un exercice là-dessus, tu verras. On va en faire un. Il y a aussi une couche d'air à considérer, donc il y aura une autre résistance thermique à considérer. Quel est le flux thermique sinon, ça serait pas bien isolant. Hein. De double vitrage, ce serait pas si isolant que ça. C'est pas les deux fenêtres, les deux vitres qui sont isolantes, c'est l'air qui est entre les deux vitres qui est isolant. Quel est le flux thermique à travers un mur en béton dont la surface est de 20 mètres carrés, l'épaisseur de 20 cm lorsqu'il fait... Bon. Est-ce que vous avez trouvé un résultat pour ça? Alors, je regarde. 2800. Lilou, Anaïs, Sonia, c'est bien, bravo. Ouais. 2800 aussi pour Elisa, bravo. Donc effectivement, j'applique la même formule, mais avec un lambda qui vaut 1,4 et une surface qui vaut 20 mètres carrés. Et puis, différence de température, c'est la même. L'épaisseur, elle est de 20 10-2. Ouais. 2800. Non, 280 watts, moi j'ai trouvé. Je me suis planté. Je me suis peut-être planté. Attendez, je vais faire un rapide calcul, là. Parce que... Vous avez trouvé 2800, vous? Calculatrice, est-ce que c'est moi qui me suis planté? Alors, je vois qu'il y a des réponses. Ouais. Alors, je refais le calcul rapidement. Je vais peut-être faire une erreur, moi, de calcul. Fois 20 divisé par 0,2. Ouais, c'est 2800, c'est vous qui avez raison. Donc, c'est 10 puissance. Ici. Pardon. Ok, très bien, bravo. On passe au 13. Et puis après, derrière le 25. Donc je vous laisse du temps pour chercher le 13, puis après il y a le 25. Bon, je vais démarrer la correction de l'exercice 13, et puis on passera au 25 après.
Alors encore un exercice direct d'application. Le flux thermique par conduction à travers un mur dont la surface est de 20 m² et d'épaisseur 20 cm, 210 watts. La température d'un côté de ce mur est de 22 degrés et de l'autre côté 8 degrés. Bon, c'est dehors qui fait 8 degrés. Calculer la conductivité thermique lambda du mur du matériau constituant le mur. Donc là, cette fois-ci, il faut inverser la formule pour trouver le lambda. Donc on repart de la formule précédente. Le flux, c'est lambda S fois delta T sur E. Et ce que je veux, c'est ressortir lambda. Donc le petit E qui est ici, je vais le faire passer de l'autre côté, il va passer en haut. Et S fois delta T qui est en haut ici, en passant de l'autre côté, il va passer dessous. Donc je vais avoir petit E fois phi divisé par S fois delta T. Après, je me méfie des unités. 210 watts, c'est bon, c'est en watts. L'épaisseur, 20 cm, faut que je la mette en mètres, donc ça fait 20 10 moins 2, divisé par 20 fois delta T qui vaut 22 moins 8. 22 moins 8. Et puis je fais le calcul. Donc c'est 0,15 watts par mètre et par Kelvin. Donc de quel matériau il s'agit? 0,15, c'est du bois de sapin. On a affaire à un chalet ici. Alors j'ai pas répondu à la question B, mais c'est du bois de sapin ici. C'est du bois de sapin. Parce qu'on obtient le coefficient, la conductivité thermique équivalente de celle du bois de sapin. Ok. Alors maintenant passons aux histoires de double et triple vitrage. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant au niveau économie, d'énergie et isolation? L'objectif de cet exercice est de réaliser une étude comparée des fenêtres à multivitrage. La température de la pièce à isoler est de 20 degrés, tandis que la température extérieure elle fait moins 5 degrés. Les configurations de vitrage les plus connues sont celles du simple, du double et du triple vitrage. Dans cet exercice, les fenêtres utilisées dans les différentes configurations sont identiques. Dans la configuration A, on considère une fenêtre constituée d'un simple vitrage de 4 mm. Donc en A, on a juste un simple vitrage de 4 mm, c'est tout. 4 mm d'épais. Dans la B, plus moderne, un double vitrage avec 4 mm, puis après une couche d'air qui fait elle qui fait 12 mm d'air, et puis après de nouveau une couche de 4 mm de verre. Donc 4 ici, c'est du verre. Et enfin le triple vitrage, la configuration C, c'est 3 verres avec 2 fois 2 lamelles d'air. Donc du verre, de l'air, 12 mm, du verre, de l'air et du verre. Bon, voilà la situation. Là j'ai 12 en épaisseur, et puis j'ai 4 pour chaque partie en verre. Vous l'imaginez, hein, le but de l'énoncé, c'est de calculer la résistance thermique et le flux thermique de chaque configuration. Donc on va faire ça sous forme de tableau. Hein. Et quelle est la configuration la plus isolante pour l'habitation? On se doute bien que ça va être la C, mais on va pouvoir comparer les ordres de grandeur. Donc je vous laisse, 10 minutes pour chercher ça, à peine. À 11h20, je corrige. Voilà. Donc je vais corriger cet exercice 25 pour lequel il faut calculer la résistance thermique et le flux thermique de chaque configuration. Alors je regarde, il y a peut-être une question. Encore un peu. Non, alors encore un petit peu de temps. Je vous laisse encore quelques minutes. Ah, pardon, j'ai été trop rapide. Je continue. Je vous laisse un peu de temps pour l'enregistrement. Ok, nickel. Donc, moi j'ai fait la correction sous forme de tableau avec les 3 configurations A, B et C pour chaque ligne. Je vais calculer RTH d'abord, la résistance thermique, et ensuite le flux. Donc RTH c'est
c'est E sur lambda S d'après le cours, et le flux c'est delta T, la variation de température, enfin l'écart de température, pardon, pas la variation, l'écart entre l'intérieur et l'extérieur, divisé par RTH. D'ailleurs, je devrais pas mettre delta T, je devrais mettre bien T1 moins T2. Hein. Parce que c'est pas une variation de température, c'est un écart entre l'intérieur et l'extérieur. Bon, alors, donc attention à ce delta, hein. T1 moins T2, je préfère, sinon on va confondre avec une élévation ou une diminution de température. Donc simple vitrage, double vitrage, triple vitrage. Ce que je sais, c'est que lambda du verre c'est 1,2, lambda de l'air c'est 0,0262. Donc lambda du verre 1,2 et pour l'air 0,0262. Je le note là parce que comme ça je l'aurai ici. Ok, je mets pas d'unité, c'est pour l'avoir. Alors RTH, donc petit e sur lambda S, l'épaisseur, j'ai fait le calcul direct, mais l'épaisseur c'est 4 mm, 10-3. Donc ce qu'avait mis Anaïs c'était juste, hein, ça fait bien 8,3 10-4 Kelvin par watt pour du simple vitrage. Et enfin pour le flux du simple vitrage, je fais RTH, alors j'ai 20 degrés à l'intérieur, 5 à l'intérieur, donc ça me fait 25 d'écart divisé par ce chiffre-là. 25 divisé par ce chiffre-là, j'arrive à 3 10 puissance 4. Ouais, il y avait une remarque. Ouais, 300 000. 30 000, c'est ça, tout à fait, Léo. Ok. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on a du double vitrage? Il suffit de se rappeler que les résistances thermiques s'additionnent. Donc je vais avoir 2 fois celle du verre, plus une fois celle de l'air. Donc 2 fois celle calculée ici, je vais pas la recalculer, je vais avoir 2 fois ça, ici. Et je vais recalculer celle de l'air. Celle de l'air, ça va être epsilon, donc l'épaisseur, ça sera 12 mm, 12 10-3, lambda sera 0,0262, et la surface, toujours, je crois que c'était 4 mètres carrés, je sais plus. Ça fait 0,12 au total. Donc j'additionne 2 fois celui-là, plus celui de l'air, ça me fait 0,12. Autrement dit, c'est quasiment, essentiellement la résistance de l'air qui importe celle du verre, elle a quasiment pas d'influence sur ce résultat. Donc, on a une résistance qui est vachement plus grande. On est à 8 millièmes, 8 millièmes, et là on passe à 0,12. En gros, en ordre de grandeur, on est à quelque chose de 1000 fois plus isolant. 1000 fois plus. Et ça me fait pas tout à fait 1000 fois, un peu moins de 1000 fois. Ça me fait un flux de 220 watts. Donc là, j'avais 30 000 watts qui partaient en fumée par les fenêtres. 30 000 watts, donc l'équivalent de, je sais pas, une dizaine de fours allumés, des fours électriques allumés en continu, porte ouverte pour pouvoir continuer à chauffer la pièce. Des gros fours. Hein. Là, 220 watts, ça veut dire que 220 watts, c'est la puissance d'un ordinateur qui est obligé de tourner pour compenser les pertes. Maintenant, un triple vitrage, j'ai 3 fois la résistance du verre, plus 2 fois celle de l'air. J'arrive à 0,23, à peu près 2 fois ça. Et donc le flux, il vaut 120. 110, pardon. 110 watts. Donc évidemment, celui qui a le moins de flux, c'est celui qui a le moins de perte d'énergie. Donc c'est le verre, le triple vitrage qui est le plus performant, sans douter. Donc pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est le triple vitrage, parce que c'est celui qui a le flux le plus faible, donc le moins de perte de chaleur, et également la résistance thermique la plus importante. Bon, voilà, alors pour votre culture, il existe une réglementation thermique en France quand on construit une maison, et on est obligé de respecter certaines normes. Et le triple vitrage, il est parfois utile pour certaines maisons qui ont des grandes baies vitrées au nord. Dans ce cas-là, on est obligé de mettre du triple vitrage. Sinon, ça se fait quand même assez rarement. On utilise plutôt du double vitrage. Maintenant, il n'y a plus une seule maison qui se fait en simple vitrage. Plus une seule. C'est interdit. Alors, je termine le cours avec un bilan global d'énergie. Et puis je vous dirai quel est le travail à chercher pour la rentrée.
Alors, on a parlé beaucoup de transfert de chaleur et d'énergie interne pour l'instant. Donc, je vous ai évoqué le fait que ma boîte, qui est mon système, elle possède une énergie interne, et c'est à l'intérieur du système que ça se passe, et des mouvements à l'intérieur, des mouvements microscopiques de chaque particule. Donc ça, c'est l'énergie interne. Mais globalement, l'ensemble de mon système, je l'avais dit aussi, il peut bouger, il peut monter, etc. Donc il peut avoir une vitesse, il peut avoir une altitude, h, donc il peut être en hauteur, ce qui fait qu'il peut avoir une énergie mécanique. Donc si je fais un bilan global de l'énergie du système, je peux parler de l'énergie interne et de l'énergie mécanique totale, cinétique, plus énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie totale d'un système est fermé, bah, ça va être la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne. Donc si je veux vraiment de raisonner de façon globale pour tout mon système, je vais dire que son énergie totale, c'est son énergie macroscopique, donc l'énergie mécanique, son mouvement global et sa position, et puis son énergie interne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des transferts? On avait vu que pour augmenter l'énergie mécanique d'un système, on peut faire un travail mécanique. Et puis, pour augmenter ou diminuer l'énergie interne d'un système, on peut faire un transfert thermique. Donc dans ce cas, on peut dire que globalement, faire un bilan d'énergie d'un système consiste à calculer la variation totale d'énergie totale du système et dire ainsi que la variation d'énergie totale, c'est la contribution, enfin c'est la somme des travaux, du travail mécanique ou électrique qui va changer l'énergie mécanique, donc le travail W, plus les transferts thermiques, donc la chaleur. Donc, globalement, la variation d'énergie totale d'un système, c'est le cumul des deux, les travaux, les forces, plus les transferts thermiques. Donc, la variation d'énergie totale, c'est la variation d'énergie mécanique auquel je dois ajouter la variation d'énergie interne, donc le travail plus la chaleur. Alors, pourquoi j'évoque ça? C'est que, alors si vous n'aviez pas les légendes, rajoutez-les. C'est que ça permet de comprendre le principe du réfrigérateur, parce que vient s'ajouter dans les transferts thermiques un travail. Vous avez un moteur à l'arrière du frigo qui va comprimer un liquide, et donc il va y avoir un travail qui s'effectue. On verra ça dans un exercice. Alors, quand les transferts sont reçus, c'est supérieur à 0 puisque le système gagne. Quand les transferts sont cédés par le système, c'est inférieur à 0, c'est logique. Enfin, pour terminer, quelle est la méthode à utiliser pour établir un bilan d'énergie? Il faut déjà, comme pour la méca, comme pour la chimie, il faut définir le système étudié, faire le bilan des transferts énergétiques par travail ou par chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. Et puis enfin, repérer le sens des transferts, leur attribuer un signe. Si c'est un travail résistant, ça va être négatif, donc mon système va perdre de l'énergie. Si c'est un travail moteur, ça va être supérieur à 0, donc il va gagner de l'énergie. Pareil pour la chaleur. Si c'est une chaleur négative, ça veut dire que mon système a perdu de la chaleur. Si c'est une chaleur positive, ça veut dire que mon système a gagné de la chaleur. Bon, voilà, tout ça est assez logique, mais bon, ça permet de voir, d'avoir une vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire pour les vacances? Je vais vous le mettre par mail, mais je vous le précise oralement. Vous aurez une activité à chercher. Vous aurez une activité à chercher sur les transferts thermiques dans un bâtiment. Donc c'est un DM à faire en fait, que vous me rendrez le lundi, je vous préciserai sur le mail. Et puis un exercice complémentaire pour terminer ce chapitre, qui sera l'exercice qui porte sur la pompe à chaleur, donc le frigo ou autre chose, et son principe de fonctionnement. C'est l'exercice 32, page 380. Donc je vous mets tout ça par mail, en vous précisant quand et ce qu'il faut faire. Et puis je vous mettrai également le lien de cette vidéo. Est-ce que vous avez... Alors je